Les secrets des docus animaliers, partie 3. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que le son est fait en post-production. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais comme capter des bruits des animaux ou des insectes, c'est parfois quasi mission impossible, on est obligé de tricher. Les micros peuvent être trop éloignés, beaucoup d'espèces sont très silencieuses, donc le son est soit ajouté en post-production, soit fabriqué directement en studio. Et il y a plein d'astuces archi créatives pour reproduire des sons. Par exemple, on a Richard Hinton pour la série Planet Earth qui a utilisé un ressort pour simuler le son des toiles d'araignée. Cable under tension. Là, pour faire un banc de poisson, il utilise de la vieille pellicule cinéma qu'il remue dans un seau d'eau. Et là, pour donner l'impression d'un écoulement de lave, il frotte une grosse pierre contre des plus petites pour avoir cette sensation de réaction en chaîne. Pas mal, non? C'est français. Et justement, la post-prod de ces films, c'est un enfer. Car même après des années de tournage, c'est loin d'être terminé, la post-production d'un doc animalier est un travail titanesque puisque 99% des rushs sont inutilisables. Il faut trier des centaines d'heures d'images pour en tirer les meilleurs plans, le sound design peut aussi prendre énormément de temps, j'en parlais au début, et en plus de ça, pour accentuer l'émotion ou amplifier le suspense, la chronologie de certaines séquences peut être changée au montage, quitte à s'éloigner de la réalité. Et c'est pour cette raison qu'un documentaire comme Planet Earth prend en moyenne 5 ans entre le début du tournage et sa sortie. Tu l'auras compris, réaliser un doc animalier, c'est considéré comme l'un des exercices les plus complexes. Il faut de la patience, des sacrifices et surtout être archi passionné, mais le résultat est souvent incroyable. Si tu veux d'autres explications sur le monde de l'audiovisuel, tu peux t'abonner.